Bienvenue dans cette émission consacrée à un sujet essentiel, la santé mentale en entreprise, qui touche à la fois la performance économique et le bien-être des employés. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre pourquoi ces phénomènes sont en augmentation dans le milieu professionnel, quels sont les signes avant-coureurs à repérer pour éviter qu'une situation ne devienne critique. Nous parlerons également des risques psychosociaux associés et surtout des solutions concrètes pour aider à prévenir ces problèmes et améliorer le bien-être des employés. Comment les entreprises peuvent-elles jouer un rôle actif? Avec nous aujourd'hui, le professeur Antoine Pellissolo, chef de service au CHU Raymond d'Or. Bonjour Antoine. Bonjour. Je suis très content de vous revoir dans cette émission. Et vous verrez, c'est un excellent psychiatre, tout comme le docteur Denis Mathieu, bonjour, qui est médecin psychiatre, conseiller de vivre, notre partenaire. Bonjour. Mais on écoute d'abord l'éditorial de notre rédacteur en chef Thierry Borsat, le coût invisible de la santé mentale en entreprise. Les chiffres font peur. Plus d'un Français sur 3 se considère victime d'un stress perturbant son existence. Près de 14% déclarent souffrir de symptômes dépressifs et notre pays est le champion du monde de la consommation d'anxiolytiques. Cette dégradation de la santé mentale de nos concitoyens est un vrai sujet de santé publique qui ne doit laisser personne indifférent sur ses conséquences humaines. Cela n'a d'ailleurs pas échappé au nouveau Premier ministre Michel Barnier, qui a annoncé lors de son discours de politique générale qu'il souhaitait en faire une grande cause nationale pour l'année 2025. Un sujet de santé publique, mais pas seulement. Dans notre pays où les comptes publics sont au plus mal, la grande déprime des Français coûte aussi, pour paraphraser le président de la République, un pognon de dingue. Parce qu'elle implique des dépenses de prise en charge médicale, parce qu'elle génère une multiplication des arrêts de travail et parce que, plus largement, elle pénalise dans le monde du travail la productivité des actifs. Les troubles de santé mentale représentent aujourd'hui 50% des arrêts de travail de longue durée et cet effet du stress lié à l'activité professionnelle coûterait à lui seul entre 2 et 3 milliards d'euros chaque année. Les causes de ces souffrances psychologiques, elles sont connues. La pression constante, qui est devenue la règle dans de nombreuses entreprises soucieuses de leur rentabilité, les évolutions technologiques, qui déshumanisent souvent les tâches professionnelles, et le questionnement de beaucoup de salariés sur le sens de leur travail. Sujet de santé publique, sujet économique, la santé mentale au travail est aussi une affaire d'éthique et de responsabilité sociale pour les entreprises. Leur investissement dans le bien-être mental de leurs employés ne peut plus être considéré comme un luxe. C'est une nécessité stratégique pour préserver leur compétitivité, faire baisser l'absentéisme et créer un climat de travail plus sain, synonyme d'une meilleure efficacité. Elles doivent aujourd'hui, avec les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs de santé, s'unir pour faire de la santé au travail une priorité, mieux prévenir le stress de leurs équipes, leur proposer un meilleur environnement de travail. Ce n'est pas seulement une question de bien-être ou d'attractivité pour les salariés, c'est un levier essentiel pour la pérennité des entreprises et, à travers elles, de l'économie de notre pays. Merci Thierry. Antoine Pellissolo, il a presque tout dit, là. Il a dit beaucoup de choses oui. Qui dépassent aussi l'entreprise, puisque les enjeux de santé mentale, ils sont dans la société. Mais... Oui. Là, on va aller sur l'entreprise. Vous percevez ce malaise, vous? Alors, au niveau de la mutualité, on a deux façons de le percevoir. À la fois dans nos établissements, parce qu'on voit les syndromes anxieux, et quand on creuse un peu l'histoire des gens, rapidement, ils viennent sur le terrain du travail. Et puis on le voit en tant qu'assureur, puisque les entreprises que l'on couvre ont de plus en plus de demandes de comment accompagner le stress de leurs employés et surtout comment leur permettre de revenir lorsque leur arrêt aura été en lien avec un stress au travail. Alors, Antoine, c'est un vrai problème de santé publique, on vient de le dire. Moi, j'étais un peu surpris en préparant l'émission, trouvant qu'on en parlait assez peu par rapport aux autres grands sujets de santé, en particulier mentale. Ça mérite vraiment cette importance ? Je pense parce que le travail, c'est quand même un des piliers de l'existence, que quand on est en souffrance dans son travail, ça a des répercussions dans la vie en général. Et clairement, il y a en effet des évolutions récentes, même si il y a toujours eu de la souffrance au travail, je pense que c'est quasiment indissociable. Mais par contre, des évolutions, surtout des organisations de travail, font qu'aujourd'hui, les souffrances ne sont pas les mêmes. Donc c'est important quand même de mieux les connaître et y répondre. On va s'intéresser au stress au travail, et vous allez dans le sens de la première question que je voulais vous poser. Franchement, ceux qui souffrent de stress au travail, leurs parents ne souffraient pas de stress parce que la vie s'est quand même vachement améliorée depuis 50 ans. Donc, est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop à l'écoute de nous-mêmes ?
Bon, je vais pas répondre comme psychiatre positivement à cette affirmation, parce que clairement, la souffrance, elle est toujours subjective et la comparaison est quasiment impossible. En effet, parce que les circonstances ont changé, la société a changé. Il y a un paramètre très simple. L'épuisement au travail au 19e ou début du 20e siècle, c'était surtout la durée de travail. C'est-à-dire qu'on travaillait 14 heures parfois, et on a gagné énormément, heureusement. C'est le moins qu'on puisse dire. Sur la durée de travail. Et aujourd'hui, la durée est plus courte, mais on peut considérer qu'il y a une forme de pression qui est quand même quasiment aussi forte pour certains travailleurs, pas sur tous. Et ce qui manque en contrepartie, c'est les moyens qui existaient avant, qui existent beaucoup moins, de réponse collective, c'est-à-dire de solidarité, d'épanouissement dans beaucoup de situations à cause de cette pression où il y a vraiment des demandes de chiffres, en fait, de rentabilité. Et puis, par ailleurs, vous avez raison, la société a changé, donc on n'a pas les mêmes standards. Et il y a des choses pour lesquelles on peut dire aujourd'hui qu'on souffre, alors qu'avant, on pouvait moins le dire, probablement. Denis, pour moi, cette réflexion, elle est fondamentale. Ils travaillent à mi-temps par rapport à leurs parents. La pression, elle existait quand même. On n'est pas devenu un peu... Il y a quand même une évolution. Auto-centré. Je revois le professeur Pellissolo. C'est jusque dans les années 80-90... il y avait quand même une distinction assez nette entre le monde professionnel et le monde personnel. Progressivement, ils se sont distingués. Et quand on avait des relations au travail avec d'autres personnes, c'était des relations plutôt amicales et ça formait un collectif. Avec un système de vicariance, c'est-à-dire quand une personne allait moins bien, les autres pouvaient le repérer assez facilement parce qu'ils le connaissaient aussi en dehors. Ça a disparu. La fin des années 90, c'est début du chômage de masse, où là, les gens étaient en concurrence. Donc chacun a dû se replier sur soi et faire beaucoup moins attention aux autres parce qu'il y avait une obligation de déjà se défendre. Ensuite, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées. Ça a été toute la gestion des ressources humaines qui a aussi, à mon avis, énormément changé, où là, de plus en plus, il y a eu des pressions personnelles. Avant, c'était en gros une pression sur le groupe, sur le temps, sur la productivité, mais là, c'était des objectifs personnels. C'est vrai que ça a été la grande montée des ressources humaines, où on a dit, toi, tu dois faire ça, et on vérifie à chaque fois. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et là, maintenant, ce qui apparaît, c'est la révolution de l'individualité, du télétravail, qui fait que la distinction entre la vie privée et la vie professionnelle devient infime. Et ça, c'est compliqué à gérer parce qu'on n'a pas la capacité à dire « je peux me retirer dans un espace clos, qui est mon espace personnel, parce que le travail, on l'amène avec soi à domicile. » En clair, tous les deux, pour la première partie de votre réflexion, vous regrettez le bistrot, quoi. Vous regrettez le bistrot où on allait parler de ces problèmes entre... Alors, il y a cette dimension, en effet, la communication existe. Mais même au sein de l'entreprise, il y avait en effet des collectifs. Je pense que la notion d'équipe, alors ça existe encore sûrement dans plein de métiers, mais quand même beaucoup moins. Et en effet, il y a une pression individuelle. Il y a en gros, l'entreprise est maintenant gérée par des gestionnaires qui attendent des chiffres et pas forcément... les mineurs, ils n'étaient pas stressés. Bien sûr. Non, mais le fait de dire qu'il y a une souffrance aujourd'hui ne nie pas qu'il y en avait d'autres avant. Simplement, elle a changé. On est sûrement plus, en effet, aujourd'hui... nouveau, à l'écoute, bien sûr. Alors les troubles, c'est quoi? Troubles physiques, troubles psychiatriques, ça donne quoi? Le syndrome qu'on appelle d'épuisement ou burn-out aussi, ça a été un terme un peu historique, mais qui on va venir sur le burn-out. Moi, je veux voir la différence entre stress et burn-out. Oui, alors c'est quand même assez proche, mais la notion d'épuisement, c'est un épuisement physique et psychique. C'est ça qui est quand même qui fait qu'on passe un cap, c'est qu'on n'est pas juste fatigué parce qu'on a beaucoup travaillé et qu'on a besoin de se reposer. C'est aussi qu'on a un épuisement émotionnel, un épuisement psychique, où en gros, on a l'impression de plus s'en sortir. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Et après, il y a toutes les manifestations qu'on connaît de l'anxiété, voire de la dépression physique. Beaucoup de plaintes psychosomatiques. On sait bien que les plaintes, notamment en médecine, en santé du travail, c'est les douleurs, les problèmes fonctionnels généraux, mais qui cachent derrière une forme de découragement. Il y a plus de dépression aujourd'hui qu'il y en avait il y a 30 ans. Et est-ce que c'est un des facteurs ? Alors, les dépressions, je ne sais pas, puisque si la dépression est caractérisée, je ne pense pas que le taux augmente, mais simplement, ce qui va la déclencher va peut-être être différent. Effectivement, les facteurs collectifs étaient protecteurs, alors qu'ils ne le sont plus maintenant. Donc, il ne faut pas grand-chose pour que les gens tombent. Avant, on pouvait être soutenu, là, c'est beaucoup moins le cas. Est-ce que c'est facteur d'addiction ? Oui. Alors malheureusement, une des complications, c'est une conséquence, c'est le repli vers des solutions
qui sont au départ des solutions un peu de palliatives, soit pour calmer les tensions, l'anxiété, soit pour retrouver un tout petit peu d'énergie. Et malheureusement, c'est l'alcool, le tabac, et puis, les médicaments, les anxiolytiques, avec les risques de dépendance. Alors on va s'apercevoir qu'il est important de reconnaître tous ces signes et de prendre des mesures pour gérer le stress au travail. On détaillera ça un peu plus tard. On va aller au burn-out, parce qu'on appelait cette émission Stress et burn-out. Pour moi, le burn-out était une conséquence du stress, mais est-ce que c'est trop résumé ? Alors, historiquement, le concept est intéressant, parce que ça a été créé dans les années 70 par des psychiatres qui s'occupaient notamment de personnes aidant les toxicomanes, justement, avec un fort engagement dans l'aide à des personnes en grande difficulté sociale, notamment. Donc, des gens qui avaient, d'ailleurs, plutôt des bénévoles, d'ailleurs, c'était pas complètement l'équivalent au travail salarié, mais qui étaient au contact de personnes en grande souffrance et auxquelles ils étaient confrontés avec des échecs permanents. Et donc, l'épuisement du type burn-out, c'est on appelle vraiment être grillé, éteint. Cramé, exactement, parce qu'on n'y arrive pas. Parce qu'en gros, on investit énormément d'énergie et de volonté. C'est des gens qui ont au départ une énorme vocation d'aide, notamment, et qui sont confrontés à l'échec. Donc le burn-out, c'est à la fois alors, le stress. Bon, le stress peut être tout à fait normal, donc c'est pas ça le problème. C'est vraiment quand on dépasse. C'est les conséquences. Alors c'est toutes les conséquences, notamment une forme d'épuisement, de renoncement, qui est liée à la perte de sens. On n'y arrive pas à faire les choses, on travaille beaucoup et on est confronté à l'échec et les efforts ne rapportent pas. Donc donc ça a été étendu maintenant à toutes les situations en fait de perte de sens au travail. Denis, on n'a jamais appris ce terme de burn-out pendant nos études. Pourquoi d'un seul coup il apparaît ? C'est les Américains qui nous ont donné ça avec le DSM ? Non, je pense que c'est plus ancien que ça. C'est peut-être parce que ça ne vient pas directement de la santé, qu'on en connaissait peu. Ça vient aussi de la sociologie. C'est une étude plutôt de la sociologie qui nous dit que le travail peut être source de souffrance psychique. Ouais. Donc c'est toujours à la frontière, d'où la difficulté très longtemps de le reconnaître. Donc ce terme, il est assez ancien en fait ? Alors c'est un terme qu'on trouve déjà dans les années 50, on peut alors, dire. Expliquez-moi pourquoi il n'y a pas de classification, ça n'existe pas dans les classifications, pourquoi l'OMS ne l'accepte pas ? Alors, la difficulté, c'est justement l'imputabilité, puisque pour parler de burn-out, au sens où on peut le reconnaître, il faut que ce soit lié au travail. Or, l'imputabilité est très compliquée à établir. Tout le monde ne fera pas un burn-out. En tout cas, pas dans les mêmes circonstances et pas dans la même dimension. Donc, quelque part, on dit que ce n'est pas forcément complètement à l'extérieur. On sait que ça va être déclenché par l'environnement du travail, mais en même temps, c'est parce que peut-être les personnes n'ont pas les moyens de se défendre, auront des caractéristiques personnelles qui vont les amener à ce burn-out. Donc c'est compliqué de le définir médicalement. Est-ce que burn-out, c'est aigu ? Est-ce que c'est un état aigu d'épuisement au travail ? Est-ce que ça peut durer pas longtemps ? Non, en général, c'est plutôt l'aboutissement de tout un processus. Ouais. Quand on est burn-out, on est burn-out. C'est difficile de rallumer la flamme, c'est une image, mais c'est ça le problème. Il y a des états qui aboutissent au suicide. Le suicide au travail, ça existe. Et donc, il y a un enjeu. Et par contre, la définition, elle commence à être dans la classification de l'OMS. Elle commence à arriver. Il y a une catégorie qui est proposée. Mais alors, c'est très compliqué, parce que où ça s'arrête avec la dépression, les troubles anxieux, c'est là où nous, on a du mal à faire une critérologie. Et puis après, clairement, il y a des enjeux politiques, parce que ça veut dire que si on considère qu'il y a une maladie professionnelle qui est le burn-out, c'est ça l'arrière-pensée, ça veut dire qu'il faut la réparer, c'est-à-dire avoir une réparation qui vient du monde du travail, puisque le problème vient du monde du travail. On a une idée de combien de pourcentage de gens qui sont burn-outés ? On a un chiffre ? Comme justement on n'arrive pas à le définir, on a du mal à le mesurer. Mais les prévalences qu'on a alors, en population générale de la dépression, de l'anxiété, c'est quand même déjà au moins 10 à 20%. Et bien les personnes qui sont dans des situations en tout cas de difficulté au travail, c'est forcément plus. Mais vous aimez bien faire des diagnostics avec des critères très précis. Alors on dit d'un patient, de quelqu'un qui est burn-outé, quand ? Il y a au moins 2 ou 3 dimensions. C'est la fatigue, vraiment, la fatigue, épuisement, et en gros dont on ne sort pas. C'est en gros ce qu'on appelle en médecine l'asthénie, mais l'asthénie physique et psychique. Donc j'ai plus de ressources. 2, je me sens inutile. Donc mon travail n'a plus de sens. Donc ça veut dire clairement, on remet en cause non seulement
des compétences immédiates, mais aussi quasiment mon existence. C'est là on peut avoir des crises existentielles quand même derrière. Et troisième point, c'est quand on finit par remettre en cause l'entreprise aussi. C'est-à-dire qu'on critique les choses. Dans la définition initiale du burn-out, il y a une espèce de cynisme qui se crée vis-à-vis du travail. Et donc, il y a vraiment un changement de perception de soi et des autres. Mais c'est quelque chose d'assez radical. C'est un diagnostic que vous faites maintenant courant et vous dites aux gens, vous êtes burn-outé ? Souvent, c'est eux qui le disent, déjà spontanément, parce que c'est tellement maintenant passé, effectivement. Et nous, on est plutôt là pour essayer de chercher s'il n'y a pas autre chose. Donc, un trouble anxieux, une dépression, parce que là, au moins, le cadre de la dépression, on connaît les critères, les symptômes, et on sait les soigner. Donc, c'est plutôt important de le repérer, les addictions secondaires. Et puis après, oui, c'est une réflexion sur ce qui a conduit à ça. Et qui dépasse, c'est pas que du registre médical dans ces cas-là, c'est vraiment... Vous devez bien savoir, vous, dans les mutuelles, combien de pourcentage de gens burn-outés, quand même ? Alors, on n'a pas de chiffre exact, puisque les mutuelles sont aveugles sur les diagnostics. Par contre, ce que l'on sait, c'est que toutes les personnes qui ont des troubles psychiques arrêtés plus de 18 mois ne reprendront pas le travail. Et ça, c'est quelque chose que l'on sait parce que c'est en lien avec le travail, tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de course contre la montre. Puis pour compléter le diagnostic, c'est une histoire clinique. C'est pas des symptômes à un moment donné. C'est vrai que c'est une histoire clinique. C'est des gens qui racontent un investissement très fort au travail et qui progressivement n'arrivent plus à faire face, qui sont de plus en plus présents et qui, à un moment donné, effectivement, perdent leur sens et se sentent agressés par leur travail. Donc on le voit que c'est quelque chose de compliqué, c'est au-delà de la médecine, c'est au-delà de nos habitudes. Alors, vous m'avez dit que pour être reconnu comme une maladie professionnelle, il fallait 2 conditions. Alors oui, il y a un certain nombre de conditions, donc il faut avoir les symptômes, bien sûr, et il faut que ce soit en lien avec l'environnement professionnel, ce qui est compliqué, parce que montrer que c'est un lien de causalité, c'est fort compliqué, à tel point que ça n'est pas rentré dans la classification des maladies professionnelles, c'est dans les listes annexes. Donc à tel point que c'est tellement flou qu'on n'arrive pas à en faire quelque chose de supérieur. Parce que, par exemple, il faut une incapacité permanente de 25%, ce qui est énorme. Donc on y arrive rarement. Donc pour le définir, pour que ce soit une maladie professionnelle, il faut vraiment que ce soit compliqué. Justement, est-ce que c'est votre rôle, est-ce que vous le faites quand vous diagnostiquez un burn-out, d'essayer de faire l'enquête pour savoir ce qui provoque ça ? Ça, c'est notre travail de toute façon habituel, en effet, de comprendre. Vous allez dans le détail Avec la personne, oui. Après, nous, on ne peut pas, rentrer dans l'entreprise et faire une enquête, évidemment, de contexte, mais par contre, l'accompagner la personne sur une compréhension, oui, ça fait... Ils vous parlent de leur manque de reconnaissance ou il faut que vous alliez chercher ça ? Non, ça vient vite, c'est sûr. Le discours, il est tout de suite... Alors, il y a un autre problème, vous savez bien, qui est monté un petit peu en parallèle, c'est celui du harcèlement au travail. Et il y a très souvent un rapprochement très fort. Sous quelle forme ? Le harcèlement de la hiérarchie. La hiérarchie, pas le harcèlement, pas le MeToo. Non, plutôt le harcèlement professionnel. Hiérarchique. Vous avez aucun de vous deux n'a parlé de l'insécurité de l'emploi, parce que ça doit quand même faire un peu... Oui, alors parmi les facteurs de risque, il y a la pression. Alors l'insécurité de l'emploi, je pense que c'est plutôt l'incertitude sur les résultats, sur l'espèce de course en avant, toujours plus de travail, etc. Et l'absence de reconnaissance. De la hiérarchie à nouveau. C'est-à-dire que souvent maintenant, on a des résultats chiffrés, il faut atteindre des objectifs. Quand on les a, on est content, mais quand on les a pas, c'est là qu'on en entend parler. Ça fait partie des critères... maintenant qu'on retient les critères de Golac qui sont assez définis sur comment on arrive à... Les critères de quoi ? J'ai pas compris. Alors, c'est des critères qui ont été définis en 2007. Mais vous avez appelé les critères de... Golac. Golac. Qui était en fait un sociologue qui a fait une étude sur... Qu'est-ce qui a amené au début, c'était sur les risques psychosociaux, mais qu'on a étendu. Et c'est vrai que dedans, il y a l'insécurité, il y a la pression de l'environnement, la pression émotionnelle, il y a tout ce qui va mettre les personnes en difficulté. Il y a le rapport social, il y a le rapport au travail. Et il y a aussi quelque chose qu'on oublie souvent, c'est le conflit de valeurs. Or, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose notre entreprise nous fait faire quelque chose pour lequel on n'est pas d'accord. Typiquement, travailler dans une centrale nucléaire et penser que l'atome est dangereux. Vous allez travailler parce qu'il faut travailler, vous habitez à La Hague. Change de boulot, non, excusez-moi. Vous habitez à La Hague, vous n'avez pas trop le choix. Oui, mais enfin, attendez, il y a un moment,
on pense que le nucléaire est dangereux et on va travailler dans des centrales nucléaires, faut être raisonnable, quoi. Alors, je pense qu'à un moment donné, ça J'aime pas la viande, je vais pas devenir boucher, quoi. Donc, c'est... Non, mais il faut avoir un peu de bon sens aussi. Bien sûr, mais il y a un moment donné, ce que je donne là est un peu excessif, mais ça peut arriver jusque-là. C'est-à-dire, vraiment, à un moment donné, on se dit, ce que me demande l'entreprise, surtout si elle change, les entreprises changent. Et à un moment donné, on peut se dire, ça ne correspond plus du tout à ce que je crois de la société. Le conflit de valeurs, en effet, c'est déterminant. Nous, on le voit par exemple dans les milieux du travail de la santé, à l'hôpital notamment, où en gros, des personnes qui ont une vocation d'aide et qui se retrouvent dans des situations où il faut tellement aller vite et abattre du travail qu'il n'y a plus d'aide. Et donc c'est là qu'il y a un conflit éthique sur de la maltraitance potentielle. Et ça quand ça s'accumule, quand ça dure longtemps, c'est une des causes. Est-ce que les nouvelles façons de travailler, je parle des rythmes alternés par exemple, c'est pas récent, mais enfin... Il y en a beaucoup. Est-ce que ça peut jouer? Alors c'est aussi, oui, et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur la porosité entre vie personnelle, vie professionnelle, puisque aujourd'hui, effectivement, avec le télétravail et surtout tout le numérique, vous rentrez chez vous, vous avez encore vos mails dans la boîte et vous y pensez tout le temps. Et c'est là que j'allais vous poser de savoir si le télétravail était un facteur de diminution du burn-out ou pas. Alors ça, je crois que c'est pas encore bien établi. Il y a sûrement des aspects positifs. On rentre à la maison. Oui, clairement, mais je pense que pour certaines personnes qui ne sont pas dans l'idée de s'extraire complètement du travail par ce moyen-là, au contraire, sont dans une espèce de surenchère. Donc ça dépend évidemment de chaque profil, mais le fait de ne pas pouvoir couper réellement, quand votre domicile devient votre lieu de travail, forcément, la limite est difficile à... Il y a plus de burn-out chez les divorcés? Je vous pose des questions, vous n'avez peut-être pas la réponse. Avec un lien de cause, je ne sais pas franchement, mais le lien de cause à effet qui serait le divorce comme conséquence. Comme conséquence, oui, bien sûr. Mais ça, les conséquences familiales, oui, bien sûr. Et puis, il y a aussi un autre abord, c'est la surcharge mentale, parce que, de fait, pour arriver à un burn-out, il faut être en surcharge mentale. Or, le divorce crée une surcharge mentale. Tout d'un coup, vous devez gérer énormément de choses que vous gériez à deux, vous devez les gérer tout seul. Donc forcément, il y a un moment donné, vos capacités psychiques sont dépassées. Donc ça peut faire que les petites choses que vous pouviez accepter au travail, ces petits irritants, deviennent insupportables. Alors, j'arrive pas toujours après notre discussion... Je dirais qu'il n'y a pas de burn-out sans stress, moi, mais vous dites que ce n'est pas la même chose. Donc le stress, c'est la pression, et les conséquences physiologiques. Et on sait que le stress devient problématique quand il est chronique. Donc c'est déjà une condition... Le burn-out est plus grave que le stress, en fait. C'est un niveau au-dessus, parce que ça atteint, en gros, c'est déjà l'atteinte de l'aspect émotionnel et cognitif de ma perception du travail. C'est vraiment... Vous êtes d'accord là-dessus? Complètement, surtout. On peut toujours considérer que le stress, c'est une mise en tension de l'appareil psychique. C'est normal, quand on ne connaît pas quelque chose, on va être en tension. Quand on a une surcharge, on est en tension. Ce n'est pas pour autant qu'on va décompenser. C'est quand on commence à ne plus savoir gérer son stress que là, on a une angoisse et que du coup, on a un risque de burn-out ou d'anxiété ou de dépression. Bon, on est au milieu de l'émission, on va essayer de trouver des solutions à tout ça. Alors, vous écoutez, je me dis que pour prévenir, traiter, pour gérer efficacement, voilà, c'est le mot. Il faut une approche globale, parce qu'il y a tellement de choses différentes. On ne peut pas s'intéresser à un truc. Alors, tout dépend des acteurs. Les soignants, ils s'occupent quand même de la personne pour essayer d'avoir... sur les symptômes, oui. Voilà, une action quand même d'apaisement, voire de soins, vraiment. Il y a des états qui nécessitent un traitement. Voilà. Mais après, le problème de fond, la cause... C'est le rôle du médecin de s'occuper de ça? Alors, c'est le rôle, en tout cas, d'apaiser, oui, parce qu'il faut limiter la souffrance. Mais si on part du principe que le problème n'est pas la personne, mais plutôt son rapport au travail, voire le travail et donc l'organisation du travail, il faut traiter la cause et donc l'organisation en question. Alors, j'étais très surpris par le nombre de solutions que je retrouvais dans les écrits. J'ai listé quelques mesures, vous allez me dire. On dit que ça commence par la formation des managers pour qu'ils n'ignorent pas le mal. Alors bon. Alors là, je vais prendre ma casquette de mutualiste. Oui. C'est une grosse demande que nous avons les entreprises, c'est comment former leurs managers de proximité en général à pouvoir détecter ces petits signes
qui montrent que leurs collaborateurs commencent à aller vers un épuisement professionnel, commencent à perdre du sens. C'est des choses assez habituelles. La personne ne vient plus aux mêmes horaires de travail, elle commence à prendre plus de temps pour faire une tâche, elle commence à s'isoler, elle ne va plus manger avec les autres à la cantine. C'est tous ces petits signes. C'est le rôle des managers de s'occuper de ça? De repérer ça, oui, ouais. Tout simplement. Oui, bien sûr. En fait, on a maintenant la qualité de vie et les conditions de travail qui est dévolue à l'ensemble des managers. Ça veut dire qu'il n'y a pas de manager burn-outé, alors? Si, mais c'est une chaîne. Hein. Ouais. C'est un niveau au-dessus. Le manager, lui, il a personne pour détecter qu'il est en train de se burn-outer. Il a son propre manager. C'est un peu la pyramide comme ça, qui va jusqu'à... Il faut qu'il ait encore un manager dans les petites entreprises. Il n'y a pas un mec qui vient le voir. Et d'ailleurs, vous mettez le point sur un élément très intéressant, c'est que les petites entreprises, c'est beaucoup plus compliqué à gérer, parce que c'est quasiment, depuis l'employé jusqu'au patron, il n'y a pas de chaîne de commandement. Et ça rend les choses beaucoup plus complexes, parce que le patron, lui, va avoir une pression, parce qu'il faut qu'il fasse tourner sa boîte. Et donc, il va être obligé d'être un peu sourd et aveugle. Est-ce que ses employés vont devoir remonter? Le burn-out de la régie Renault n'est pas le même que celui d'une petite boîte. Hein. Oui, en tout cas, les ressources ne sont pas les mêmes. Les ressources sont pas les mêmes pour l'accompagner. Alors, on dit que... D'abord, il existe des formations pour les managers? Ça fait partie, je pense, des programmes maintenant, en effet, de prévention. En effet, dans les grosses boîtes, sûrement, pas dans les petites. Après, il y a les premiers secours en santé mentale, même si ce n'est pas orienté. C'est quoi, ça? Alors, c'est une formation qui est une formation générale, qui est une formation pour l'ensemble de la population, qui nous vient d'Australie, qui apprend, en 2 jours, c'est une petite formation. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Ça existe, c'est mis en place en France? Oui, nous sommes à plus de 150 000 personnes formées au premier secours. Maintenant, dans les programmes de la santé mentale en France. Ça se fait où? Partout. Alors en fait, c'est plutôt porté par le ministère de la Santé, donc il y a des formations dans les villes, dans les entreprises. Il faut être volontaire. Il faut que les gens soient volontaires pour aller apprendre que ça se passe... Oui, parce que ça s'adresse par exemple aux travailleurs sociaux qui sont en contact avec... Vous, par exemple, à Créteil, vous en faites? Et oui. Bon, je dit, je vais peut-être vous poser une question, je vais me mettre en porte-à-faux, mais non. Mais en plus, la formation est très bien faite. Qui l'a fait? Qualitatif. Alors, il y a plusieurs voies, mais il y a un centre qui s'appelle Centre collaboratif OMS en France, qui gère beaucoup d'aspects de santé publique et qui porte en partie, je sais qu'il y a les associations de patients. C'est une association au départ. Ceux qui nous écoutent et qui veulent en savoir, c'est assez facile d'en savoir plus. Et c'est fait partie de la feuille de route là, et des annonces de grandes causes dans lesquelles on a proposé d'augmenter même l'accès à cette formation. Alors, on dit qu'il faut que, dans la forme du manager, très bien, détection précoce. Moi, je veux bien détection précoce. Qu'est-ce qui fait qu'on peut détecter de façon précoce? Je vous écoute. Alors, le docteur Mathieu, on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure des signes un peu avant-coureurs. Et vraiment, on rejoint quand même le point précédent sur la formation, parce que pour pouvoir détecter, il faut connaître. Et donc, savoir ce qui existe comme type de symptômes et de pouvoir les assimiler, parce qu'il y a toujours des arrière-pensées, des non-dits, du déni. Et donc, savoir que ça existe, être attentif pour soi ou pour les autres. Et donc, c'est des signes assez courants, qui sont des problèmes de sommeil, des problèmes de nervosité, des problèmes de concentration. Ça veut dire qu'il faut faire des enquêtes? Alors, on fait des enquêtes de satisfaction. Ce qui est intéressant, c'est que les grandes entreprises en font très régulièrement, elles en font tous les ans. Il y a même maintenant des entreprises qui le font faire par l'extérieur. Parce que quand c'est en interne, il y a toujours un peu une suspicion. Mais quand ça commence à être fait par les boîtes extérieures, par une entreprise extérieure... Oui, parce que je ne vois pas, quand votre patron vous demande si vous êtes content, c'est assez rare de dire « non, j'en peux plus ». Non. C'est le rôle de la médecine du travail. La médecine du travail, oui. Vous croyez qu'elle le fait, ça, bien? Ça a fait des progrès, la médecine du travail? Il y a encore beaucoup de progrès à faire, on va dire. Oui, parce que c'est pas tout à fait... Et c'est vrai que les petites entreprises continuent à faire plutôt des entretiens d'évaluation sur des objectifs et n'ont pas encore franchi le cap de dire il faut aller vers la qualité du travail, tout simplement. Alors, troisième item sur lequel on peut insister, mais alors là encore, c'est amélioration des conditions de travail. Oui, tout le monde pense qu'il faut... Tous les patrons, on leur dit qu'il faut améliorer les conditions de travail, mais quand on a dit ça, on fait quoi? Alors, les conditions de travail, c'est valable surtout pour la santé, si on veut faire une différence. Pour la santé mentale, vraiment, je pense que c'est beaucoup les organisations. Alors, une organisation, ça veut dire, est-ce qu'il y a des réunions régulières, juste où on peut se coordonner, coopérer,
avoir des échanges, parler de ses difficultés. Donc ça, c'est pas très compliqué, c'est de temps en temps des réunions. Là encore une fois, je parle de ce que je connais, à l'hôpital. Oui. On en faisait beaucoup, on en fait beaucoup moins, et on voit bien les conséquences. Parce que, vous en faites moins, pourquoi ? Parce qu'il y a de moins en moins de temps. Il y a moins de temps de partage, vous savez, entre les équipes du matin et l'équipe de l'après-midi, par exemple, tout bêtement. Parce qu'il y a, encore une fois, une pression sur l'activité, le nombre de personnel insuffisant. Donc je pense que c'est généralisable à d'autres situations où, en fait, on est plus allé dans un processus individualiste et de moins en moins collectif. Et ça, c'est pas très compliqué à faire. Et ça marche très bien. Moi, j'ai vu beaucoup de résultats dans lesquels les entreprises ont changé cette organisation-là, deviennent plus productives. On passe plus de temps par moment, en effet, à certains temps de réunion, mais on produit beaucoup plus. Vous n'êtes pas chef d'entreprise, vous êtes chef de service, donc c'est à vous d'organiser ça. C'est à vous de faire des pauses régulières. Vous avez le droit de faire ça. C'est pas toujours l'hôpital. On a le droit, sauf que si on n'a pas le nombre de personnel pour s'occuper, par exemple, des urgences pendant qu'on est en réunion, on aura du mal. Ouais. Bon, et vous, et pour les autres entreprises, c'est quelle liberté on laisse aux salariés, quelle imagination ils peuvent avoir dans leur travail. On a une époque où on faisait beaucoup de protocoles dans toutes les entreprises, des process. Or, on se rend compte que ça appauvrit tellement la réflexion que les gens perdent le sens du travail. Bon. Il faut garder un côté artisanal dans tous les métiers. On m'a dit que la boîte à idées n'existait pratiquement plus dans les entreprises. Pendant très longtemps, il y avait la boîte à idées. Il paraît que ça n'existe plus. Ouais. Bah maintenant, c'est des mails à idées, mais... Oui, mais bon, c'était pas tout à fait... Non, mais c'est important, cette question, en effet, de la participation. La participation, puis rendre le temps flexible, s'adapter à la façon dont le salarié se représente son travail. Comment un chef d'entreprise ou un chef de service peut évaluer la charge de travail, savoir si vous êtes des négriers ou si vous êtes des gentils patrons? Eh bien, c'est un vrai sujet. C'est de la technique, hein, c'est une science, l'ergonomie, la science du travail, et ça s'est beaucoup perdu. Ce qui a beaucoup évolué, ce qu'on peut voir dans les organisations de travail, encore une fois, c'est que les entreprises sont pilotées par des gestionnaires et beaucoup moins par des ingénieurs comme il y avait auparavant, des ingénieurs du travail. Ça s'est beaucoup perdu, et effectivement, on perd en qualité, et au final, ça crée des troubles. L'employé modèle, c'est plus un concept ? L'employé modèle, c'est un concept dangereux. Parce que l'employé modèle, c'est celui qui va toujours dire oui, hein, on lui rajoute quelque chose, il fait en plus, et au bout d'un moment, il s'épuise. Il ne saura pas dire non. Trop gentil pour dire non. Ouais. Et c'est vrai que c'est celui qui est facile, parce que c'est celui qui ne va pas dire non. Donc, quand on a un truc à faire en urgence, c'est à lui à qui on va s'adresser. On ne va pas aller voir tout le monde, on va dire lui. Et c'est toujours le même qu'on charge. Il faut être très vigilant pour ça. Il y a 25 ans, l'employé modèle typique, c'était le japonais. Vraiment, quand on décrivait l'entreprise japonaise... Ça a explosé, ça? C'est parce qu'on dit que ça... Non, mais je ne sais pas, vous n'êtes pas spécialiste peut-être du Japon. Je ne sais pas, mais par contre, je sais que... Mais ça se passe très mal au Japon. Voilà, et que la notion à nouveau de suicide au travail quand même vient en partie de ça, c'est-à-dire le fait qu'on néglige tout un tas d'enjeux personnels, psychologiques, qui sont en effet mis un peu sous le tapis, parce qu'on considère que, notamment au Japon, dans les sociétés orientales, il ne faut pas exprimer ce qu'on ressent. Enfin, il y a à nouveau le non-dit, et derrière, il y a des souffrances malgré tout. On doit pousser les gens à changer de travail, à changer d'entreprise. Alors, c'est l'exemple du Japon qui s'est mal terminé, où on ne pouvait pas concevoir de quitter une entreprise. Alors, qu'est-ce que vous dites à vos patients? Juste pour prolonger sur le Japon, c'est le pays où il y a le plus de gens qui disparaissent dans la nature. Et c'est très souvent en lien avec le travail. C'est-à-dire qu'ils sont tellement incapables de dire dans leur entreprise « ça ne va pas », qu'ils disparaissent. On ne les voit plus. Et il y en a plusieurs dizaines de milliers par an qui disparaissent. Les gens... Ils se suicident ou ils s'en vont ailleurs? Non, ils s'évanouissent. Ils s'évanouissent dans la nature. Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup d'îles et c'est facile à faire. Mais justement, alors le changement, c'est quoi votre opinion sur le fait de dire à quelqu'un une carrière, c'est pas une seule entreprise, c'est pas un seul... Bien sûr, alors ça, c'est évidemment des chemins individuels, mais en tout cas, la question de la... Vous avez le droit de les conseiller. Bien sûr, non, mais c'est au cas par cas. Donc, il y a des personnes pour lesquelles, clairement, l'inadéquation entre leurs aspirations et le travail dans cette entreprise conduit à un changement. Et ça conduit à des résultats très positifs, hein, quand ils finissent par trouver leur voie, entre guillemets, c'est très bien. Donc, il ne faut pas le faire, évidemment, dans la précipitation, c'est des choses qui prennent du temps, mais clairement... Il y a la pub Amazon en ce moment, dont on voit partout, ils disent, au début, je préparais les commandes, et puis maintenant, ça y est, grâce à Amazon, je m'occupe de programmation et tout ça. Ils en font leur pub pour l'extérieur.
Oui, bon, c'est une forme d'épanouissement. Oui, mais c'est pour dire que ils ont bien vu l'importance. Vous vous estimez assez formés, vous les médecins, sur ces pathologies du travail? Non. Clairement, ça fait pas partie. J'en ai pas beaucoup entendu pour moi dans mes études, pas du tout, mais j'ai pas l'impression que c'est un truc important des études. Non, sûrement pas assez. Et de toute façon, il y a un gros besoin de recrutement en médecins du travail. Donc c'est toute une filière à construire. Et vous? Alors, moi, je suis complètement d'accord. Parce que la médecine ne voit pas, a longtemps oublié la sociologie. Or, c'est les pathologies de la société. Et ce ne seront pas des professeurs de médecine ou de santé qu'il faudra, mais des professeurs d'autres domaines. Mais on le voit apparaître dans certains laboratoires quand même, où maintenant on croise des regards, un sociologue, un ethnologue, un philosophe, où là on voit apparaître des choses importantes. Réduire la surcharge de travail, c'est quelque chose qui est envisageable ou... Alors, il faut concilier les enjeux de productivité et de capacité individuelle et le bon ajustement, parce que l'excès conduit à... Le médecin, on ne lui demande pas son avis dans l'entreprise. Non, assez peu. Hein? Sur cet aspect-là. Ou alors, on demande l'avis pour essayer d'améliorer la productivité des salariés. Il faut que ce soit des grandes entreprises pour qu'il y ait une cellule d'écoute et de soutien psychologique, ou est-ce qu'il y en a des indépendantes qui peuvent... Alors dans les grandes entreprises, ils ont leur propre cellule, mais c'est vrai que beaucoup d'entreprises moyennes, pas les toutes petites, mais font appel à leur assureur pour accéder à des cellules d'écoute psychologique, qui sont des numéros qui sont affichés partout. Si vous avez un problème, appelez le tel numéro. Et c'est des réponses qui sont anonymes, qui Et c'est quoi les gens qui se retrouvent en face de ça? C'est des psychologues? C'est des psychologues formés spécifiquement aux troubles liés au travail, avec des réponses qui peuvent être soit très ponctuelles, soit une prise en charge plus longue. Vous n'avez pas besoin de ça à l'hôpital? Vous en avez, vous, des... Ah si, il y a eu besoin. Alors, on a connu les grandes crises, notamment le Covid, où il y avait vraiment besoin d'accompagner les Oui, mais c'était des trucs extérieurs ou c'était l'hôpital qui créait ses propres... Les deux. Enfin, plutôt en interne, quand même, le plus souvent, mais il y a un vrai besoin d'accompagnement des soignants. C'est utopiste de penser qu'il puisse y avoir des espaces d'écoute de parole, d'écoute neutre... pour les gens qui peuvent aller confier leurs problèmes dans l'entreprise? Alors, ça ne remonte pas tout de suite aux chefs de service et aux patrons? Oui, alors d'une certaine façon, c'est les groupes Balint d'il y a quelques années. C'était comment pouvoir partager entre pairs, éventuellement avec l'accompagnement d'un professionnel du monde psychique, ces difficultés. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir le faire entre pairs, parce que pour que les autres se comprennent, il faut qu'ils aient quasiment le même vécu sociétal. À l'hôpital, ça ne tourne pas à la délation, non? Ce genre de pratique, non? Ça va? Non, je pense que heureusement, il y a un climat quand même qui peut la bienveillance quand même. Ça dépend du chef de service et de... Voilà, c'est très dépendant. J'aimerais bien qu'on parle du télétravail. Parce que moi, je m'étais dit, solution au burn-out, télétravail, on peut insister sur... Est-ce qu'on en a trop proposé? Parce que là, on a vu qu'on venait un petit peu en arrière sur le télétravail, mais pas pour des raisons de burn-out, pour des raisons de productivité. Oui. Parce que, en fait, c'est vrai qu'il y a toujours le risque de l'échappement à l'encadrement, d'une certaine manière. Donc ça, c'est sûr qu'il y a des aspects positifs dans la qualité de vie, c'est probable, dans l'économie d'un certain nombre de déplacements, donc il y a des effets sur l'écologie notamment, c'est un des aspects qui peut être intéressant, mais par contre la cohésion d'équipe, elle est forcément moins bonne quand tout le monde est chez soi. Et vous, les psychiatres, vous avez vu apparaître des effets secondaires du télétravail ou c'est pas encore bien établi? Je crois vraiment que c'est contrasté. Il y a des bienfaits et puis il y a des problèmes. Donc pour l'instant, on est un peu entre les deux. Et à l'hôpital, vous n'êtes pas des spécialistes du télétravail, Assez peu, mais il y a des tâches qui peuvent être faites à distance. Pas les tâches cliniques immédiates, mais tout ce qui est compte-rendu, tout ce qui est ça peut être fait à la recherche ou autre. Et vous, dans votre métier? Alors, on a quand même la téléconsultation. Est-ce que ce n'est pas une forme de télétravail, la téléconsultation? Oui, bien sûr. Depuis son canapé. Je pense que nous, ce qu'on voit apparaître, c'est un peu les différences de génération.
suivant que les personnes ont intégré quasiment un ordinateur ou un système comme ça de naissance, ils sauront faire la part des choses. Entre le moment où on dit là je bascule sur le privé et là je bascule sur le professionnel, peut-être des personnes un peu plus âgées, l'ordinateur est significatif du travail. Donc ils ont du mal, tant qu'ils ont l'ordinateur en face d'eux, ils sont au travail. Et ça c'est difficile pour eux de se dire il est 5 heures, j'arrête mon système de connexion, j'arrête Teams, et je peux basculer sur autre chose. Alors qu'un jeune, lui, il passe sa vie à basculer d'une application à une autre. C'est sondage pour vous, ça? Ah oui. Ah oui, il y a un moment où on le sent, où l'outil n'a pas la même place. Pour tous les gens qui sont nés avec l'informatique, donc après 2000, ça a intégré, ça fait partie de leur vie. Vous n'avez pas l'impression quand même que les jeunes générations, elles s'en foutent un petit peu de la politique de l'entreprise, qu'elles sont beaucoup plus égoïstes que nous ne l'étions nous? Je le sens dans les sociétés où je pu travailler. On se dit, le patron, il ne va pas me bouffer tout mon temps libre, donc c'est une tendance? Il y a une tendance sociétale, en effet, à un moindre investissement dans, en tout cas, je mets toute ma vie au travail, ça c'est sûr, et avec beaucoup plus de liberté sur, par exemple, quand j'ai envie de changer de boîte. Oui, je ne vais pas. Oui. Donc on le voit bien, oui. Pas d'attachement forcément à une carrière longue. Est-ce qu'il faudrait envisager plus de pauses dans la journée? Parce qu'il y a la traditionnelle rupture du déjeuner, puis après les pauses, est-ce que c'est quelque chose qui devrait être retravaillé? Alors les pauses, si c'est des occasions de se ressourcer vraiment, parce que à nouveau, qu'est-ce que vous appelez se ressourcer? Avec des discussions entre collègues, par exemple. Ah oui, on ne veut pas aller. Alors faire une sieste éventuellement si on est vraiment fatigué, bon pourquoi pas. Mais je pense que ce qui manque, c'est la respiration collective. Et c'est pas une tendance en entreprise? Alors, il y a eu beaucoup d'essais sur des lieux où on jouait au baby-foot ou aux fléchettes. Donc, dans les startups, ça se fait beaucoup. Oui, ils moulent un peu, là. Voilà, c'est un peu... On est pas un peu gadget. Mais la pause, c'est vrai que c'est la pause par rapport au travail. C'est-à-dire être capable, pendant 10 minutes, un quart d'heure, de ne plus penser au travail. Ouais. Et sur le c'est pas ce que disait Antoine. Il disait, de parler avec les collègues, ça. Bien sûr. Mais d'autres choses. D'autres choses. La machine à café, en général. Voilà. Ah oui, la machine à café, c'est ça, oui. On parle de choses plus agréables. Et est-ce qu'on a assez de congés dans ce pays, ou est-ce qu'il faudra encore en rajouter? C'est une provocation. Je me demande. Non, alors la question du temps de travail, c'est une vraie question. Non, mais par rapport aux autres pays, on n'a qu'à voir comment travaillent les Américains par rapport aux Français. Non, Oui, mais on a plutôt une bonne productivité, donc c'est toujours à pondérer. C'est toujours ce qu'on répond. Oui, mais alors c'est pas forcément. Ils bossent plus, ils produisent moins. Bon. Ouais. Donc on pourrait bosser moins et encore produire plus. Il y a peut-être un moment où il faut. Il y a un peu plancher, mais c'est vraiment une question permanente. Est-ce qu'il y a des cellules de psychiatres, de psychothérapeutes qui réfléchissent à ça dans les ministères? Ou est-ce que c'est... je vais toujours demander, moi. Oui, je ne sais pas. Sur le temps de travail, alors ce qui est intéressant, ça remonte très très loin sur tout ce qui était avant la préhistoire. Le temps consacré à la recherche de nourriture ou au feu était extrêmement court. C'était quelques heures par jour et le reste, c'était du temps personnel ou familial. C'est-à-dire où les humains pouvaient rêver, pouvaient imaginer un futur. Là maintenant, le temps du travail, bizarrement, c'est énorme. Même si on travaille que 35 heures en moyenne en France par semaine, du fait des déplacements, du fait de cet envahissement progressif de l'espace personnel par le travail, dans la réalité, le temps personnel devient beaucoup plus court qu'avant. On n'a pas du tout parlé des conditions de venue au travail, c'est-à-dire que quand on voit certains Parisiens qui mettent 1h30 pour rejoindre leur travail, ça doit être un gros facteur de burn-out, ça, quand même. C'est sûr, et c'est pour ça que là, sous cet angle-là, le télétravail a un bienfait. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a une fatigabilité et un stress, notamment quand les transports en commun ne fonctionnent pas bien et que c'est dur physiquement. On n'apprend pas aux gens à optimiser ce temps-là, optimiser ces choses-là. Je ne vois jamais vraiment des solutions. Les entreprises quand même réfléchissent, je pense qu'en termes là aussi d'organisation, de répartition, mais avec toujours, il y a toujours les deux volets, c'est le bien-être et puis aussi la productivité. Alors le bien-être, on dit qu'il faut des programmes de bien-être. Bon, quand on a dit ça, on a tout dit. Vous proposez quoi, vous les psys, comme bien-être? Programme de bien-être? Nous,
on n'est pas là pour ça. Hein. Nous, on est là pour soigner. Quand même. Mais pour soigner quand il y a des troubles. Mais l'entreprise... Antoine Pissolo n'a pas envie que vous soyez bien, donc il n'a pas de... Si, mais c'est pour rétablir, quand on est dans le mal-être, arriver au bien-être. Mais après, rajouter des moments positifs, ça c'est toujours bien, mais clairement... C'est quoi le bien-être d'ailleurs ? Une grande question. Il y a la définition de l'OMS sur la santé, qui est une définition très moderne pour que les gens oublient, mais le bien-être, c'est de pouvoir... Vous définissez comment, vous, psychiatre ? En général, on dit que c'est pouvoir s'adapter à tous les aléas de la vie quotidienne. C'est-à-dire que c'est pas un état fixe, c'est vraiment dynamique. Avoir une réponse ? Comment ? C'est avoir une réponse à la vie quotidienne. C'est pouvoir s'adapter, vraiment une capacité d'adaptation sans trop souffrir de tout un tas d'aléas qui sont inévitables dans une vie quotidienne. Et pour vous, le bien-être ? C'est la moindre tension pour moi, le bien-être. C'est effectivement ça, quand on se dit cet événement passe, je le prends en considération, je sais le gérer et je le laisse dériver. C'est ça pour moi le bien-être, mais c'est quelque chose au-delà de la santé. Je m'en fous. C'est pas ça. Je le gère, ça ne veut pas dire que je m'en fous. C'est-à-dire que je vais le prendre en considération, mais il ne va pas me bouleverser. Il ne va pas m'obliger à réorganiser tout mon psychisme. J'ai les outils psychiques pour pouvoir faire face. On dit qu'il faut qu'il y ait un climat de confiance au sein des équipes de travail. Qui c'est qui crée le climat de confiance ? C'est typiquement à l'hôpital, c'est le chef de service ou c'est... En tout cas, ça vient normalement du responsable d'équipe, quoi. Mais c'est en cascade, la confiance, non ? Probablement que quand il y a un esprit d'équipe à un certain niveau, ça ruisselle. Avec un risque de rupture, quand même, du ruissellement. Alors, par contre, quand ça ne marche plus, oui. Donc vous avez des réunions d'équipe, c'est important C'est essentiel. C'est obligatoire ou pas dans les entreprises, des réunions d'équipe ? Obligatoire, je ne sais pas, ça dépend de chaque règlement, mais moi je pense que c'est indispensable en tout cas. Et on le voit, quand il y a des changements et qu'on est beaucoup plus dans l'individuel, c'est là qu'on crée parce qu'on crée, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, de la compétition l'un contre l'autre, enfin un certain nombre de choses comme ça, qui fait perdre de l'énergie à tout le monde. Il y a un maître mot qui dit déconnexion. Alors ça, c'est surtout avec le télétravail, il y a un moment, comme vous dites, on plie l'ordinateur et c'est fini. Et que c'est pas facile à faire, la déconnexion. Comment on peut la promouvoir ? Alors, ça s'apprend, puisque maintenant on a des stages de déconnexion. Parce que, alors c'est surtout pour les jeunes publics, qui eux sont connectés H24. Mais on voit même des personnes plus âgées. Maintenant, on a des personnes qui sont plutôt des grands-parents qui sont connectés quasiment en permanence, qui jouent en permanence sur leur téléphone, qui suivent des influenceurs. Donc c'est vraiment quelque chose de plus en plus important. Et quand ceci se rajoute au travail, vous n'avez plus de temps pour rêver. Vous n'êtes pas surconnecté ? Moi, je vous connais un petit peu, je vois que vous bossez énormément. Vous ne faites pas partie des gens surconnectés ? Si, en tout cas, ma femme vous dirait que oui. Oui, justement. Mais après, ça peut être un choix. Il y a des choses qu'on peut maîtriser et pas en souffrir. Et puis, la déconnexion, il faut le tester de temps en temps. D'accord. Et c'est pas une tare d'être surconnecté si on en a envie ? Non, mais il y a des gens qui peuvent se dire, j'arrive pas, je vais bien et j'arrive pas à déconnecter du travail, c'est pas dramatique. Alors, tout dépend de la perte de liberté. Dans certains cas, oui. Il y a un phénomène souvent d'engrenage où on ne sait plus quand s'arrêter, ça c'est sûr. Vous faites des accompagnements personnalisés, des sujets, des salariés à risque ? Alors, pour les entreprises, c'est des demandes qu'on a. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est une évaluation qui est personnelle des salariés pour voir s'il y a des facteurs de risque. Et après, on le voit pour un groupe d'entreprises, et on restitue à l'entreprise qu'est-ce qui, dans son organisation, peut être facteur de risque de burn-out. Ça, c'est des choses qui sont assez classiques maintenant quand on accompagne des entreprises. Vous recevez le couple en cas de burn-out ou c'est vraiment une... Oui, c'est toujours bien d'avoir des échanges avec pour que la vie personnelle et le travail ne soient pas... alors il faut favoriser la reconnaissance et la valorisation à long terme. Ça, je ne sais pas si c'est toujours une notion très, très importante avec les nouvelles façons
En tout cas, de savoir comment valoriser le travail qui est produit, parce que c'est ça souvent qui manque. On a l'impression de travailler sans avoir de retour positif sur son travail, donc c'est là qu'on se remet en cause. J'accélère parce qu'on est arrivé là près de la fin. Donc, pas de représailles en cas de burn-out, il faut être constructif, il faut soutenir la réintégration après le burn-out. Les chiffres que vous donniez, il y a beaucoup de gens qui ne rebossent plus après un burn-out. Plus on attend, plus c'est difficile de revenir au travail. Attendre, c'est combien de temps ? Je pense que, comme je vous disais, 18 mois, c'est peut-être une barrière. Ah oui, au bout de 18 mois, quelqu'un qui burn, oui. Après, c'est un épisode important dans la vie, donc on va être différent. Ouais. Souvent, les gens même qui reviennent au travail ne seront plus les mêmes. Ils n'auront plus la même implication, ils n'auront plus les mêmes relations à leurs collègues, à leurs valeurs. Positif ou négatif dans votre c'est ni positif, c'est différent. Ouais, c'est différent. Voilà, ouais, ils seront peut-être moins impliqués, ils vont se sentir moins indispensables. Et ça, c'est quelque chose d'aussi important. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, pourtant c'est une de vos grosses spécialités, les médicaments. Qu'est-ce qu'on fait là devant quelqu'un qui a des burn-out ? On le met tout de suite sous anxiolytique, on lui donne des vitamines, qu'est-ce qu'on fait ? Non, on fait de la médecine, en général un peu classique, c'est-à-dire on va faire un diagnostic. Si on est dans le cadre d'une dépression, d'un trouble anxieux sévère, il faut le soigner, ça c'est sûr. Mais quand c'est le problème d'adaptation dont on a parlé, il n'y aura pas d'effet de fond avec un traitement. Donc c'est plutôt... On n'a pas trop tendance justement à s'intéresser à un symptôme. Je ne dors pas, donc je donne des hypnotiques. Je suis anxieux, je donne des anxiolytiques. Et passer à côté de la globalité du phénomène. C'est ça le risque, en effet, de faire que du symptomatique. Et en plus, comme ça marche un petit peu, on a tendance à être satisfait de quelque chose qui n'est pas finalement la bonne solution. Donc c'est là qu'il faut un peu de temps d'analyse. Il se situe où le généraliste là-dedans ? Il faut qu'il passe la main ? Non, il est vraiment essentiel parce que c'est l'interlocuteur quand même. Il connaît la famille. Il connaît tout le monde. Enfin, dans le modèle un peu classique. Oui, dans les anciens modèles, on va dire. Ouais. Et c'est vraiment l'accompagnement de proximité, donc c'est vraiment essentiel. Bon, le législateur, dans le burn-out, il ne fait pas grand-chose. Vous savez bien qu'il y a eu des propositions sur maladie professionnelle ou pas. Ça, c'est un vrai débat qui n'est pas tranché encore. Et par contre, d'inciter les entreprises à travailler sur la prévention, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites par le niveau politique, normalement. Eh bien, écoutez, moi, monsieur, c'était passionnant. Moi, j'ai beaucoup pris de plaisir à cette discussion, qui est plus une discussion qu'une émission traditionnelle. Vous allez conclure. Hein, et on commence par vous, Antoine. Tiens. Merci. Bon, déjà, merci de l'invitation. Le sujet vraiment est un sujet sociétal et je pense que l'intérêt, c'est vraiment de mettre théoriquement tout le monde autour de la table, c'est-à-dire aussi bien des soignants, des médecins, que des sociologues et des professionnels du travail, quoi. Et je pense que c'est vraiment un sujet passionnant, mais qui pour l'instant n'est pas vraiment abordé. Donc c'est bien de le mettre en avant. J'ai bien compris que c'était pour vous dans les mutuelles un truc important. Absolument, parce que comment faire que les gens retravaillent en étant heureux de c'est travailler. C'est ça votre objectif, c'est que les gens retravaillent en fait. Oui, parce que ça a une incidence financière directe pour les mutuelles, mais c'est quelque chose d'important. Mais ce qui est important, c'est d'avoir vraiment un regard attentif sur les employés. Et maintenant, la vraie difficulté, c'est les petites entreprises. Je crois qu'il faut qu'on se penche plus sur les petites entreprises qui n'ont pas tous les outils et tous les moyens des grandes entreprises. Eh bien, on a compris que la prise en compte de la santé mentale en entreprise est essentielle pour le bien-être des employés et de la performance globale. La prévention du burn-out et la gestion des risques psychosociaux doivent être une priorité pour toute organisation souhaitant évoluer dans un environnement sain et productif. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci à vous, messieurs. C'était passionnant. Merci. On se retrouve très vite. En attendant, portez-vous bien.